Ensuite, je vais passer sur la news là, et sur ce que je voulais vous présenter sur cette présentation avec vous. Concernant les tarifs douaniers, ce qui se passe un peu avec Trump. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et j'en ai parlé lors de la dernière session avec Mickaël, donc je vais passer assez vite dessus. Alors, on a une guerre commerciale, hein, d'accord, entre Trump et puis la Chine, la Russie, l'Europe et tout. Bon, c'est clairement de la négociation. Je suis pas du tout convaincu que les tarifs qui sont aujourd'hui présentés seront les chiffres définitifs. D'ailleurs, l'idée, c'est plutôt de dire, on te met du 150, 160, 300%, et puis au final, à la fin, on va te mettre du 20% ou du 15%, et tu seras bien content de l'accepter parce que à l'époque, je t'avais mis du 300%, et ça a toujours fonctionné un peu comme ça. Et Trump, il est très bon aussi en négociation, et je pense pas qu'il soit très mal conseillé, d'accord. Donc c'est clairement un jeu aujourd'hui qui fait pour négocier aussi ses obligations, parce que là, ce qui crée, et c'est ce que je vous disais depuis un certain temps, il crée de l'incertitude. Donc ça crée de la volatilité sur les actifs risqués et ça oblige les gens, pour ceux qui ne veulent pas subir cette volatilité, à aller rechercher des actifs qui sont considérés comme étant moins risqués. Et en l'occurrence, les obligations d'État aux États-Unis. Donc il crée de la demande en fait artificiellement, il crée de la demande en créant l'incertitude, il crée de la demande pour ces obligations. Et lui, pour aussi forcer les taux de la Fed à être baissés, pour finalement pouvoir refinancer sa dette à des taux d'intérêt extrêmement faibles, voire égal à zéro, parce qu'il y a des obligations qui arrivent à terme, 7 ou 8 trillions d'obligations aux États-Unis qui arrivent à terme, ils n'ont pas le pognon, donc il a un intérêt à ce que la Fed baisse des taux, qu'il y ait des trucs qui se pètent dans l'économie, qu'il y ait énormément d'incertitudes et que les gens paniquent, pour qu'il y ait une intervention de la Fed avec baisse de taux, fin du quantitative tightening et quantitative easing. D'ailleurs, il y a des questions aussi des gens qui se disent le quantitative easing, ça n'arrivera pas. Alors, on ne sait pas quand est-ce que véritablement ça arrivera, parce que pour l'instant, il n'y a pas de directive là-dessus, mais c'est qu'une question de temps avant qu'ils reviennent là-dessus, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ont deux leviers, baisse de taux ou augmentation de taux, ou après impression monétaire ou non impression monétaire. Mais globalement, c'est qu'une question de temps avant qu'ils remettent en place la planche à billets. Et du coup, la question, c'est pas de savoir s'ils vont remettre en place le quantitative easing, c'est quand ils vont le faire et est-ce qu'on sera toujours dans les timings, par exemple, d'un point de vue crypto. Et pour l'instant, un peu compliqué. Il y a pas mal de scénarios, c'est-à-dire de se dire, tiens, est-ce qu'on est encore sur des cycles de 4 ans? Est-ce que finalement, là, ce sera peut-être pas des cycles plus longs? Ou est-ce qu'on passera peut-être pas complètement à côté du bull run si on n'a pas de quantitative easing? Ou est-ce qu'on peut avoir une alt season si on a une fin du quantitative tightening? Est-ce qu'on peut avoir un bull run avec juste une baisse de la dominance du Bitcoin? Et moi, c'est ce que je pense. Je pense que même si on est sur du quantitative tightening, enfin fin du quantitative tightening, donc un top sur la dominance du Bitcoin, et même si on n'a pas encore d'impression monétaire, il y aura, enfin moi, c'est le scénario que je privilégie aujourd'hui, je pense qu'il y aura quand même un déversement sur les alts, puisque la grosse majorité des capitaux et des flux sont on-chain et pas via les ETF. Hein. Ce qu'on a sur les ETF, ça représente 5% de la capitalisation globale sur le marché crypto, donc c'est vraiment pas grand-chose. La majorité des coins sont on-chain, donc il n'y a pas de raison de penser qu'on n'aurait pas de structure et de déversement des alts. Peut-être que ça se fera plus tard, hein. Peut-être que ça se fera en fin d'année ou début d'année prochaine, on verra. Ou peut-être même là sur cette fin de trimestre ou début du Q3. Enfin bref, en termes de timing, c'est quand même assez compliqué de le savoir, mais tout peut changer très rapidement et de se dire en fait que là, il n'y aura pas du tout d'alt season si on n'a pas de quantitative easing, je pense que c'est un peu compliqué. Sachant qu'on a déjà des exemples, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, où des moments les alts vont même performer sur des périodes comme ça où on est même en quantitative tightening. Simplement, ils ont plus tendance à sous-performer. Mais voilà, aujourd'hui, ce que j'ai en tête, c'est plutôt ça. Donc, pour en revenir à la guerre de Trump, donc c'est plutôt des négociations qu'on a d'un point de vue mondial. Et hier, ce qui était pas mal, c'est qu'il a fait un tweet, d'accord. Il a fait un tweet en disant c'est un super moment pour acheter. Allez les gars, achetez, achetez, achetez. Et moi, j'ai tweeté, j'ai tweeté ça m'a fait rire en disant voilà, quand Eric Trump nous avait dit que c'était un super moment pour acheter de l'Ether, je lui ai dit, j'ai dit ouais, on va faire ça parce que la dernière fois qu'il nous avait dit d'acheter, c'était super. C'était de la grosse merde, d'accord. L'Ether était absolument pas dans des bons niveaux. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue macro, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai un peu trollé en mettant ça m'a fait rire. Et au final, là, on a vraiment assisté à une manipulation de marché, quand même, à une mascarade monstrueuse. C'est-à-dire qu'on a eu le droit, en avant-première, tous, à avoir le droit à un délit d'initié. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on a Trump qui nous dit les gars, achetez, et quelques heures après, il dit la news, donc il sort sa news en disant on met en pause
pendant 90 jours les tarifs réciproques, douaniers, etc., etc. D'accord. Donc tous ceux en fait qui n'ont pas augmenté leurs tarifs de douane, ils vont être sur cette période-là sur du 10%. Et ceux qui ont décidé d'augmenter leurs frais de douane, eux, ils vont se taper la coquille, d'accord. Donc eux, ils vont garder des taux importants. Et du coup, il a dit OK, on fait une pause de 90 jours juste après d'avoir fait ce tweet. C'est quand même assez fou. On a le président des États-Unis qui lance son même coin, qui fait plein de trucs comme ça, et là qui nous donne accès à un gros délit d'initié en direct. C'est quand même assez fou. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Donc, ceux qui vous disent que le marché est pas manipulé, lol, j'ai envie de dire lol. Là, franchement, on a quand même des exemples concrets. Pareil, ce qui s'est passé avec Bybit et tout. Donc, c'est quand même assez fou. Et c'est une grosse mascarade. En fait, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, clairement, c'est une grosse mascarade. Donc, évidemment, quand Trump a donné cette news-là, ça a eu un effet positif sur le marché, avec les gens qui se sont dit, allez, c'est bon, c'est vert. Les marchés actions ont explosé, la crypto a explosé un peu sur la partie principalement Bitcoin. Et là, on est toujours dans l'attente. C'est-à-dire qu'on a eu un effet news, quelque chose qui n'était pas pricé immédiatement sur le marché. Et l'effet news, vu qu'on s'attendait à quelque chose de négatif, hop, ça a eu un impact positif. C'est ce que je disais au début de ce live. Donc là, il y a un rapport qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer quelques graphiques pour vous montrer l'impact en fait de la partie douane sur la partie crypto, d'accord, les frais de douane et ce qui s'est passé d'un point de vue macro sur la partie crypto. Et si après vous voulez rentrer dans les détails techniques et tout, parce que c'est un rapport qui est quand même assez long de chez Binance, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, d'accord. Donc il y a eu une augmentation des tarifs de douane sur la plupart des pays, donc Union européenne, Chine, Japon et tout. D'ailleurs au Japon et même en Chine, ça a énormément augmenté depuis. C'est pas forcément à jour, mais c'est de montrer l'évolution qu'il y a eu par rapport aux parts d'importation, des produits d'importation aux US, d'accord. Donc, par exemple, 18,5% de part d'import en pourcentage des produits aux États-Unis de l'Union européenne, il y a eu une augmentation de 20%. Chine, c'est 13,4%, il y avait une augmentation de 34%. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir le truc. Et donc, évidemment, ça a un petit peu changé, mais il y a quand même eu une augmentation des frais de douane qui est presque équivalent du taux et des taxes à l'import en moyenne, en pourcentage, presque équivalent des niveaux qu'on avait il y a presque 100 ans en arrière. Pour vous donner un ordre d'idée, d'accord. On peut regarder les niveaux de douane et d'import qu'on avait, par exemple, dans les années 1825, c'était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Là, dans les années 1860, 75, on était encore plus élevé. Mais là, on retrouve les mêmes niveaux de taxes à l'import que ce qu'on avait en 1925, presque, il y a 100 ans en arrière. C'est quand même assez fou de se rendre compte un petit peu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc évidemment, dans un contexte macro où les gens ont peur, où les gens s'interrogent, où les gens se disent tiens, il y a de l'incertitude, j'ai pas envie d'investir, j'ai pas envie d'aller sur des actifs risqués et tout, on voit que la partie crypto et la partie action et pas aujourd'hui dans ce qui est vraiment recherché dans le cœur des investisseurs. Et on voit que ça baisse. Par contre, les actifs non risqués, considérés comme étant non risqués ou pour pouvoir se protéger, les actifs défensifs, comme l'or, évoluent. D'accord. Vous avez sur ces périodes-là, en fait, l'or qui dépasse son ATH et de l'autre côté, la crypto et les actions qui baissent. Mais c'est normal. En fait, ça a toujours fonctionné comme ça par cycle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de l'or qui augmente. En tout cas, c'est très rare d'avoir de l'or qui augmente et des actions qui augmentent et des cryptos qui augmentent et des obligations qui augmentent et l'immobilier qui augmente. En général, c'est comme ça qu'on crée un portefeuille qui est équilibré. Et j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, l'objectif quand on crée un portefeuille, c'est d'avoir des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres. Et en général, quand on a de l'or qui augmente et qui crève des plafonds, c'est souvent quand on est dans des périodes de panique et d'incertitude qui sont importantes, comme ce que je vous ai présenté ici, d'un point de vue technique, d'accord. Le VIX par rapport au Bitcoin, regardez, on vient de toucher une zone importante de support ici. Et très souvent, quand l'or performe bien, très souvent, le marché action et le marché des cryptos, donc les actifs risqués, les risques on assets, souvent, là, ne performent pas très bien. Et à l'inverse, quand l'or performe pas bien et que il y a pas d'intérêt à aller s'exposer là-dessus parce qu'il y a moins d'incertitude, parce que les gens n'ont pas peur, les gens ne sont pas angoissés et ne sont pas anxieux, très souvent, ça va être favorable aux actifs risqués, donc les actions et en l'occurrence la crypto, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Depuis la mise en place des tarifs, évidemment, toutes les cryptos confondues, y compris le Bitcoin, ont pris une grosse dérouillée. Donc le total market cap a baissé presque de 27%. Le Bitcoin, alors ça a baissé un peu plus depuis la dernière fois, d'accord, mais ça a baissé. L'Ether
a pris une grosse dérouillée, hein, moins 44%. Les exchanges, ça a baissé. La finance décentralisée, les memcoins, les RWA, l'intelligence artificielle. Enfin là, je veux dire, tout le monde en a pris pour son grade, d'accord? Là, il n'y en a pas un qui dit, moi, c'est bon, c'est nickel, machin. Tout le monde a pris une déculottée et globalement, ça a eu un impact sur les marchés financiers en crypto, ce qui prouve aussi que quand, d'un point de vue macro, ça va pas bien, on est quand même très en lien et très lié avec ce qui se passe et que pour l'instant, on n'est pas une classe d'actifs qui est vraiment décorrélée. Pour l'instant, ce qui est recherché dans la tête des investisseurs comme classe d'actifs dans le cadre justement d'une trade war, donc d'une guerre commerciale, c'est l'or. D'accord? À 58%, c'est l'or. Ensuite, c'est le dollar, parce qu'on reste quand même sur la devise la plus importante. On a les bons du trésor américains à 30 ans, donc les obligations long terme, les commodities, les T-bills, d'accord? Donc des obligations indexées par l'inflation. Le Bitcoin à 3%, les equities 2%. Donc les equities, c'est les actions. Donc, franchement, pas grand-chose. Le Bitcoin 3%, mais la grosse majorité, regardez, hein, c'est obligations, le cash. Warren Buffett, il est assis sur je crois que c'est 130 milliards de cash. C'est énorme. Donc du cash et de l'or. Voilà. C'est pour ça que je vous dis aussi que quand on voit et quand on essaie de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à côté, la partie crypto, vraiment aujourd'hui, ça représente rien du tout, hein. On a l'impression qu'on est dans un truc extraordinaire et qu'on a un impact énorme sur les marchés financiers, mais on est une goutte d'eau dans l'océan, hein. Vraiment, on représente, mais rien du tout. Aujourd'hui, vraiment, on est insignifiant et ce qui prouve aussi qu'il y a encore des opportunités énormes. Si vous avez une vision long terme sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années, comme ce que nous, on a, en fait, on se rend compte qu'on est en train de vivre l'histoire en tant que telle, quoi. On est vraiment en train de vivre l'émergence d'un truc avant que tout le monde puisse s'en rendre compte. D'où l'intérêt de s'informer, de faire les choses correctement et de ne pas capituler dans des périodes comme ça, parce que ça serait extrêmement dommage. Au niveau de la volatilité, on se rend compte qu'en fait, le Bitcoin, tout comme l'Ether, en fait, ont une volatilité et ont subi ce qu'a fait Trump là dernièrement avec les tarifs douaniers, mais la volatilité qu'on a eue sur l'Ether, évidemment, c'est sous stéroïdes, d'accord? Elle était beaucoup plus importante. C'est un effet de levier sur Bitcoin, d'accord? En fait, Bitcoin, c'est un effet de levier sur ce qui se passe sur les marchés financiers. L'Ether, c'est un effet de levier sur Bitcoin. Et les alts, c'est un effet de levier sur l'Ether. Donc, évidemment, si l'Ether va pas bien, enfin, si le Bitcoin va pas bien, l'Ether va pas bien aller. Et les alts, ça va être encore pire. C'est que des effets de levier sur des effets de levier. Et en ce moment, ce qu'on observe, c'est une attente d'une augmentation de l'inflation, d'accord? Dans le sentiment global depuis 2025, c'est une attente et une estimation potentielle en hausse de l'inflation et une baisse de la croissance. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il va y avoir moins de croissance et plus d'inflation. Donc en général, quand on a ça, d'un point de vue macro, c'est un peu ce qu'on avait connu avec le Covid. Et en général, c'est impression monétaire, d'accord? Donc faudra suivre ce qui va se passer. Mais pour l'instant, voilà, on est dans des incertitudes. Voilà, pas mal d'incertitudes, pas mal d'anxiété par rapport à ce qui se passe. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le marché est en train de pricer 2 voire 3 baisses de taux. Donc là, on voit que les changements ou les estimations qu'on a eues sur les marchés par rapport aux baisses de taux ont énormément changé ces dernières semaines. Et chaque jour, on a un pourcentage de plus en plus important sur ce qui est estimé en termes de baisse de taux. D'ailleurs, sur le mois de mai, là, on est passé presque à 60% d'estimation de baisse de taux sur le mois de mai. Et là, pour l'instant, on est plutôt entre 2, voire 3, voire même 4 de baisse de taux, hein, d'estimation sur cette année. Donc on verra. Ça aussi, c'est amené à changer, mais c'est souvent en lien avec ce qui se passe sur d'un point de vue macro. Et après, bon, il donne d'autres informations sur le lien entre le S&P 500, l'or et tout. Bon, je vais pas revenir dessus parce que ça nous intéresse pas forcément, et j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube. Ce que je voulais vous montrer, c'est le niveau d'incertitude, avant que je prenne d'autres petites questions. C'est le niveau d'incertitude qu'on a aujourd'hui. Je vais passer assez vite parce que j'ai fait d'autres vidéos sur la partie éternel étudiant, justement pour rentrer spécifiquement là-dedans. Mais le niveau d'incertitude qu'on a dans la partie crypto en ce moment et sur la partie macro, c'est équivalent avec les tarifs de Trump, voire même supérieur à ce qu'on avait lors de la période du Covid. D'accord? Alors que d'un point de vue macro, ça n'a rien à voir. Et si on regarde l'analyse long terme du S&P 500, etc., il y a des gens comme Robert Kiyosaki qui vont, depuis le début, vous dire tout le temps « c'est pourri, il faut pas acheter, c'est le crack du siècle, c'est le crack du siècle ». Et je me suis amusé à faire une frise avec à chaque fois les moments où il a dit que c'était pourri, hein. 2011, 2015, 2017, en disant « c'est le crack, c'est le crack, c'est le crack ». Et malgré toutes ces incertitudes, malgré toutes les périodes de récession, de peur, de crainte et ce que vous voulez, comme là par exemple ici, hein, le Dow Jones, depuis 1900, et il y en a eu des périodes où ça a été compliqué quand même, hein, bien pire qu'aujourd'hui. Regardez le graphique et le chart depuis le début, hein, d'accord? Il y a eu des périodes quand même, Première Guerre mondiale, crack de 1929 et tout. Et à chaque fois, on a dépassé le précédent plus haut. Là, ici, ce que vous voyez, c'est le crack du Covid, hein.
Donc ça représente rien en fait. C'est clairement du bruit ambiant. Et si vous avez profité à chaque fois des périodes de peur, d'interrogation comme on a aujourd'hui avec des gens qui vont toujours vous dire cette fois-ci c'est la fin, cette fois-ci ça sera différent, cette fois-ci ça sera le crack du siècle, et à chaque fois le crack du siècle n'arrive pas, et quand bien même à un moment donné il y a une correction parce que c'est cyclique, on est souvent bien plus haut que le prix auquel vous avez accès aujourd'hui. Et ça c'est un peu le problème des bears, c'est que les bears ils vont toujours vous faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous empêcher en fait d'acheter, et c'est pareil en crypto, hein. Ils vont vous dire faut pas acheter, ça va corriger, ça va corriger, ça va corriger, ça va corriger, et dès que ça baisse ils vont dire ah, vous voyez, je vous l'avais dit, ça avait corrigé, hein. Sur le Bitcoin, c'est pareil. Sauf qu'en fait, le graphique, il ressemble à ça, hein. Voilà. Donc là, la baisse que vous avez eue ici, hein, cette baisse-là, c'est la charte du S&P 500. La baisse que vous avez là, c'est l'équivalent en fait de la correction qu'on avait eue en mars 2020 avec le Covid. Et regardez, même là, la correction qu'on a aujourd'hui, elle est bien plus haut que le plus bas du cycle précédent, voire même, il est encore le bas qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il est pour l'instant, hein, encore bien plus haut que le plus haut avant le crack du Covid. D'accord? Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à prendre en ligne de compte. Et c'est pour ça que les particuliers perdent des thunes. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à prendre du recul et qu'il y a un niveau de, de cannibalisation sur les réseaux sociaux avec des personnes qui n'ont pas de recul vraiment sur les marchés. Parce que souvent, en crypto, c'est des primo-accédants à l'investissement, hein. C'est des gens qui n'ont pas de recul sur la partie investissement la plupart du temps et qui se perdent dans le bruit ambiant. Qui se perdent dans le bruit ambiant et qui se disent en fait c'est bon, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Donc les mecs ils achètent haut, ils revendent bas, ils se disent c'est de la faute de Michel, c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'un tel si j'ai perdu du pognon, mais pas parce que toi t'as pas su gérer ton risque. Non, ça sera jamais de ta faute. Et c'est pour ça que la minorité arrive à gagner de l'argent. Parce qu'en fait, quand bien même on a une approche qui fonctionne bien, quand bien même on s'est formé, quand bien même on a fait les choses correctement, il y a des périodes comme celle-ci qu'on est en train de vivre, on va s'interroger, on va se dire tiens mais est-ce que si cette fois-ci c'était différent? Et si cette fois-ci finalement c'était vraiment le crack du siècle? Et si cette fois-ci, vraiment, toutes les banques faisaient faillite? Et si cette fois-ci, je m'étais trompé? Est-ce que si mon approche est si pertinente que ça? Et au final, on se rend compte que c'est justement dans des périodes comme ça, si on regarde par le passé, ça a été des super moments pour racheter, et que des périodes d'incertitude, on en a connu plein. On en a connu dans toute l'histoire de l'investissement. Là, je vous ai mis le cas du S&P 500 depuis 1950. Des périodes d'incertitude comme aujourd'hui, il y en a connu plein. Et malgré toutes ces périodes d'incertitude, parce qu'il y en a eu de tout temps, aujourd'hui on en a, dans le futur on en a eu, et dans le passé on en a eu, malgré toutes ces périodes d'incertitude, à chaque fois, on a dépassé le précédent plus haut, et à chaque fois, on a réussi à faire quand même depuis 1950 des rendements annualisés d'à peu près 10% par an. D'accord? Donc ceux qui viennent vous dire aujourd'hui ah c'est différent, c'est le crack du siècle, ça va être la grande dépression de 1929, on va avoir le même niveau de crack et tout. En fait, c'est des gens déjà qui connaissent pas l'histoire, parce que de comparer ce qu'on vit aujourd'hui avec la grande dépression de 1929, c'est quand même du gros foutage de gueule. C'est pas du tout le même modèle, ça fonctionnait pas du tout de la même manière. Et quand on comprend que au final, les incertitudes, l'angoisse, la peur, l'anxiété, c'est souvent des gens qui n'ont pas de perspective et qui se perdent dans le bruit ambiant, et que historiquement parlant, ça a été à chaque fois, vraiment je dis bien à chaque fois, des super moments pour recharger sur les marchés financiers et en crypto également aussi. Ça doit vous laisser quand même réfléchir. Et je vous donne plein d'exemples, hein, d'accord, hein. Je vous donne plein d'exemples sur la chaîne YouTube, notamment sur Éternel Étudiant. Il y a une dernière vidéo que j'ai sortie. Vous voyez, je vous présente plein de chiffres, hein. Je vous présente, je vais pas tout le remontrer ici parce que ça serait trop long, mais je vous montre énormément d'exemples et de chiffres concrets pour vous montrer que globalement, les périodes qu'on a aujourd'hui en bourse et en crypto, ça reste quand même historiquement parlant des super moments pour rentrer. Que ceux qui s'amusent à faire du timing de marché, en général, ils finissent par sous-performer parce que même sur une période de 20 ans, là par exemple, sur une période de 20 ans, d'accord, entre 2003 et 2022, si sur une période de 20 ans, tu loupais les 10 meilleurs jours, tu divises par 2 les rendements que tu as obtenus. Si tu loupes les 20 meilleurs jours, tu divises presque par 3. Si tu loupes les 40 meilleurs jours, avec l'inflation et tout, bon, déjà, tu es en dessous de ton prix de revient. Et en plus de ça, sur les 10 000 balles que tu as investi, il te reste 8 000 sans compter l'inflation. 40 jours sur une période de 20 ans. C'est vraiment rien du tout, d'accord, hein. Les 40 jours, les 40 meilleurs jours, ça arrive très rapidement. Comme là, ce qu'on a eu, une moindre news, une baisse, le timing d'une récession, ce qu'on veut, ça arrive hyper rapidement. Et donc, ce que je vous dis là en bourse, c'est valable également aussi en crypto, d'accord? Et quand on te parle de récession, c'est ça justement que je voulais montrer ici. Je vous invite à voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur Éternel Étudiant qui rentre vraiment dans le détail là-dessus. Quand on parle de récession, très souvent, c'est pricé en amont, et très souvent, ça ne dure pas des temps qui sont extraordinaires. D'accord, là, je vous ai mis les précédentes récessions qu'on a eues sur les marchés financiers, qui sont quand même aussi en lien avec la partie crypto. En moyenne, ça dure 10,1 mois.
avec en moyenne des corrections de 29,2%, ce qui est à peu près ce qu'on a connu, d'accord, là, sur les marchés financiers. Et à chaque fois, ça s'en est suivi avec une évolution super importante et un rebondissement en fait sur les marchés financiers qui a été énorme sur les actifs à risque. D'accord. Un an après la fin de chaque récession, les marchés rebondissent fortement. En moyenne, les large caps plus 16,4%, les mid caps 25%, les small caps plus 27%. Le marché se reprend vite et très souvent, même avant la fin officielle de la récession. D'accord. C'est ça qui est hyper important. C'est pour ça que ceux qui s'amusent à faire du timing de marché se font éclater parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et que très souvent, quand ça baisse, ils vont se dire ça va descendre toujours plus bas. Et quand ça monte, ça va toujours monter plus haut. Ou ça sera toujours trop cher, en fait. Il y aura toujours des biais. Ce que l'histoire nous apprend, je vous l'ai mis ici et c'est ultra important et c'est valable en crypto, c'est qu'une récession, ça dure jamais éternellement, que le marché plonge mais finit toujours par rebondir, que le rebond commence souvent avant même qu'on se sente mieux, d'accord, super important, et que les opportunités sont là, même quand le pessimisme est à son comble, et surtout quand le pessimisme est à son comble. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, d'accord. Aujourd'hui, on est dans un pessimisme exacerbé avec une anxiété sur les marchés financiers qui sont énormes et qui peut s'arrêter comme ça, en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, ça peut s'arrêter, ça peut changer. Avec Trump qui dit, au final, les tarifs, c'est bon, on arrête, allez, on met en place la planche à billets, ou peu importe. Rapidement, ça peut changer. D'accord. Et donc, si vous ne profitez pas des périodes en fait, de peur, d'incertitude et tout, pour vous dire, en fait, je développe cet esprit contrarien et tout, et j'arrive à développer une vision long terme, et que vous paniquez pas en fait dans des périodes comme ça, vous avez tout gagné. Mais si vous commencez à paniquer, il y a plusieurs raisons. C'est que soit vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, soit vous avez trop investi, soit vous aviez des attentes trop importantes, soit, il y a quelque chose à faire en fait. C'est que vous étiez sans doute peut-être même pas suffisamment formé aussi. Formez-vous à ce sujet, c'est ultra, ultra important. Si la majorité des personnes perdent de l'argent en bourse, en crypto et tout, il y a des raisons par rapport à ça. C'est pas que la partie technique, hein, d'accord. C'est la partie vraiment psychologique. Et ce que je vous dis là, ça prend du temps. Je sais que ça intéresse pas la majorité des personnes, mais c'est ultra, ultra, ultra important. Si vous voulez gagner, il faut que vous arriviez à vous sortir de ça et de vous dire qu'en fait, les incertitudes qu'on voit aujourd'hui, ça existait tout le temps. Il y a toujours eu des incertitudes. Il y en a eu des bien pires qu'aujourd'hui. Et que malgré ça, malgré ces incertitudes, si vous arrivez quand même à investir et passer à travers ces incertitudes, c'est ça qui représente l'opportunité. Et que malgré ça, les marchés ont continué d'augmenter. La partie crypto, pour moi, ça sera pas exempté de tout ça parce que c'est aussi en lien avec ce qui se passe à côté. D'accord. Donc, quand on sait qu'on est à 3% d'adoption sur le Bitcoin, sur la partie alt, j'en parle même pas. Voilà, si vous avez une vraie vision long terme, en fait, vous savez quoi faire. Je vais pas vous dire ce que vous devez acheter et vendre et tout. Vous êtes grand, savoir ce que vous pouvez faire. Mais j'aime bien vous permettre de prendre du recul et de vous permettre de sortir un petit peu des sentiers battus par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que je fais aussi ce travail-là sur Éternel étudiant, hein, d'accord, hein. Vous verrez, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai présenté, allez jeter un coup d'œil. Je pense que ça vous intéressera beaucoup parce que c'est justement dans des périodes comme ça qu'il y a le plus d'opportunités. La plupart des gens vous diront non, c'est pas vrai parce que ça peut encore plus baisser. Et oui, ça peut baisser. Oui, c'est peut-être pas le bottom. Oui, 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 oui. Mais si vous avez une vraie vision long terme, et de toute façon, c'est que comme ça que vous allez pouvoir gagner du pognon. Si vous arrivez à sortir un petit peu de tout ça et d'arriver de vous extraire de ce qui se passe et d'arriver à vous dissocier de cette volatilité ambiante qui est quand même sous stéroïde en crypto, vous arriverez à mieux vivre les choses et de ne pas perdre de vue vraiment la vision globale et de ce qui est en train d'être créé là, parce que c'est extraordinaire. Il y en a beaucoup qui sont en train de passer complètement à côté de ce qui se passe en crypto, simplement parce qu'ils se sont perdus là sur les 2-3 derniers mois, et chaque cycle on le voit, hein, d'accord. Ce cycle, ce ne sera pas différent. Le cycle d'après, ce ne sera pas différent. Il y aura toujours une bonne raison de penser que ce sera différent. Sauf que, tu vois, hein, là, depuis le début, en fait, depuis la création des marchés financiers, hein, là, si je te remets le cas du Dow Jones, à chaque fois, on nous dit que c'est différent, hein. À chaque fois, c'est différent, sauf qu'à chaque fois, ça se termine de la même manière, hein. À chaque fois, il y a des augmentations. À chaque fois, on dépasse la TH. À chaque fois, il y a des belles performances. Et donc, bon, a priori, c'est que c'est pas si différent que ça. Donc, bref, je pense que vous avez compris le message, les gars.